BFM Business, le focus de Tech Co. Focus sur les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Comment les rattraper? Peut-on encore, nous Européens, Français en particulier, les rattraper un jour, tellement ils semblent loin, très très loin devant en termes de tout, de part de marché, de capitalisation, de trésorerie, de cash. On en parle ce soir avec Jacques-Aurélien Marciro. Vous êtes gérant chez Edmond de Rothschild à Paris. Jacques-Aurélien, bonsoir. Bonsoir. À Paris, mais souvent en déplacement, et notamment vous allez en Asie voir les sous-traitants de ces grands groupes, de ces géants de la tech. Thomas Forêt aussi avec nous ce soir, expert du numérique, entrepreneur, ingénieur, cofondateur aussi de Waller, c'est ça le réseau social Waller? Oui, absolument. Bonsoir. Où, on met de côté, on essaie de mettre une muraille de Chine là, entre le pro et le perso. C'est un peu le but de Waller. Oui, entre autres, c'est une plateforme qui permet de créer des réseaux sociaux, mais tous privatifs, tous privés. En fait, l'idée est très simple, c'est qu'on n'exploite aucune donnée personnelle. C'est l'anti-Facebook, qui est une société française et qui prend comme principe d'essayer de redonner du contrôle à ses utilisateurs en créant tout simplement des écosystèmes fermés. La privacy, on pourra en parler ce soir, effectivement. Joli thème. Ça intéressera, j'imagine, aussi Grégory Volokin, puisque la privacy, c'est comme ça que vous l'appelez les Américains, les données, les datas privées. Vous êtes le président de Mescat Financial Services à New York. Grégory, bonsoir, bienvenue sur BFM Business. Enfin, bienvenue, vous êtes là tous les jours, donc vous connaissez bien la maison. Les GAFAM est toujours plus puissants, notamment, on a eu l'idée de ce focus, pas plus tard que la semaine dernière, quand on a vu le même jour, Microsoft, Amazon et Google sortir des résultats canonissimes, tant sur les chiffres d'affaires que sur les bénéfices. Grégory. Oui, absolument. C'était une journée assez incroyable, puisque vous aviez un Amazon qui prenait pratiquement 10% de hausse dans la journée, et on parle des compagnies avec un Microsoft qui sont parmi les plus grosses capitalisations au monde. On pourrait se dire c'est de la folie, mais en fait, pourquoi dire que c'est de la folie alors que c'est des compagnies qui montent des taux de croissance absolument incroyables. Si on regarde le chiffre d'affaires d'Amazon, il était en hausse de plus de 30% sur une année. On verra celui de Facebook. Google, c'était en hausse de plus de 20%. Une rentabilité qui est réelle. C'est clair que ces compagnies, et surtout Amazon, réinvestissent énormément dans leurs activités, mais elles commencent, dans le cas d'Amazon, à gagner de l'argent, dans le cas de Facebook, à en gagner beaucoup, et Google aussi. Donc je dirais, il faut vraiment saluer des compagnies qui ont un modèle de business qui leur permet à la fois de la croissance, mais aussi une croissance de leurs profits, et c'est ça que le marché aime. Jacques-Aurélien, comment vous avez regardé là, ces résultats? Ils ne sont pas surprenants, mais on peut quand même aussi s'étonner que même sur des chiffres records de 2016, sur un an, on a des plus 20, des plus 30, des plus 40%. Moi, j'aimerais bien revenir sur jeudi soir, qui était la date de publication de ces trois sociétés. Qui a propulsé Wall Street à des niveaux records également. Et je pense que c'était une erreur de communication des GAFA. Car on sait qu'aujourd'hui, le curseur des régulateurs à travers le monde commence à être plutôt, on va dire, indécis, voire négatif à leur égard. Et tous les trois publier le même jour des résultats qui écrasent complètement les attentes et des croissances astronomiques, ça propulse le marché et ça crée un buzz incroyable. Et c'est vrai que ça a encore... Vous imaginez les régulateurs européens ou en Inde, etc., qui ouvrent leur journal et qui voient ça et se disent il est temps d'agir. Et le fait qu'ils publient tous les trois le même jour, c'est une erreur de coordination selon moi, et ça ne fait que avancer le prochain risque pour eux, qui est la réglementation ou les autres GAFA. C'est vraiment les deux facteurs qui peuvent aujourd'hui les stopper. Soit ils se stoppent entre eux, soit les régulateurs entrent dans la danse. Quand on regarde de près, c'est pas toute la tech américaine évidemment. Alors Intel c'est plus 2, IBM ça va mal. Ça fait des années, c'est des 20 ou 30 trimestres d'affilée que le chiffre d'affaires baisse. Et puis Twitter qui gagne pas d'argent, mais qui même a réussi à surprendre agréablement ces derniers jours. Comment vous avez regardé ça, vous, Thomas Forêt? Alors moi je regarde ça avec beaucoup d'étonnement, mais pas beaucoup de vos concurrents, pas beaucoup de surprises. Oui. En quelque sorte. Non, c'est pas véritablement des concurrents parce que ce sont des médias. Nous, on n'est pas du tout un média. Nous, on essaye d'être une plateforme qui rend service à la structuration des communications internes des organisations. Donc c'est le volet en fait complémentaire, tout l'aspect privé. Vous n'êtes pas surpris alors vous dites? Moi, je suis pas du tout surpris parce que
Moi, ce qui me surprend quelque part, c'est que nous, Européens, soyons encore béats devant ces chiffres hallucinants, ces chiffres vraiment énormes, et sans nous rendre compte qu'en fait, le seul modèle économique qui vaille aujourd'hui, c'est l'exploitation de données personnelles, c'est l'exploitation de données tout court d'ailleurs. D'ailleurs, qu'elles soient, on dit souvent données personnelles, pour moi c'est une grande erreur, parce que on devrait plutôt s'inquiéter de l'exploitation des données de nos entreprises, de notre économie. En réalité, aujourd'hui, en Europe, on est devenu des sortes de sous-américains, c'est-à-dire on dépend absolument de ces plateformes, de ces entreprises. À quand l'émergence de géants européens numériques? Moi, véritablement, ce soir, comme toujours, je lance un appel à nos politiques pour nous permettre, nous, Européens, enfin de pouvoir prendre pied sur notre sol. La question essentielle, c'est la souveraineté numérique. C'est pourquoi on en est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 grands pôles dans le monde, les US et la Chine, qui mettent un tas d'argent dans le développement de ces géants numériques. Et nous, en Europe, nous sommes frileux comme d'habitude. C'est pas du tout normal. Mais j'ai bon espoir parce vous que... voulez qu'il vienne d'où l'argent s'il ne va pas venir des États, hein, donc c'est compliqué quand même. C'est toute une affaire d'écosystème. Évidemment, il ne va pas venir des États, mais je pense que justement le rôle des politiques, c'est aussi permettre la possibilité tout simplement d'investir sur notre sol. Bon, on a demandé à nos internautes, aux auditeurs de BFM Business, notamment là sur Twitter, le compte Twitter de BFM. Pensez-vous que l'Europe ait encore une chance face aux GAFAM? Voilà, au bout de quelques minutes, plusieurs centaines de votes, quasiment 2/3 disent non. Non, aucune chance. Grégory Volokin, vous êtes d'accord avec ça quand on voit la capitalisation d'Apple, proche des 900 milliards de dollars, et vous pourriez même ajouter, et c'est pas cher, c'est pas chèrement valorisé Apple, on est d'accord, je dis pas de bêtises. On est d'accord, mais je voudrais dire un peu quelque chose un peu différent, c'est-à-dire pourquoi essayer de donner une nationalité à ces compagnies. Je dirais, si vous regardez Apple, mais vous pourrez regarder les autres tels Facebook et Google, ce sont pas des compagnies américaines, ce sont même l'image typique, je dirais, de multinationales. Si vous regardez par exemple des compagnies même comme un Netflix actuellement, dans chaque pays, elles produisent des programmes différents. Dans le cas de Netflix, Amazon s'adapte totalement dans le pays dans lequel elle travaille. Donc, je dirais, essayer de voir une lutte entre l'Europe à la traîne des États-Unis n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que à l'échelon mondial, il y a eu des compagnies qui ont pris des places qui vont être extrêmement difficiles à déplacer, qu'on soit européen, mais qu'on soit aussi une nouvelle compagnie qui verrait le jour aux États-Unis ou verrait le jour aujourd'hui en Chine. Donc je dirais, c'est très important de voir quelle est la position de ces compagnies, mais il ne faut pas l'expliquer d'un niveau ni politique ni géographique. Oui, enfin, peut-être que c'est pas une question de pavillon, mais Jacques Aurélien, toutes ces boîtes, elles ont malgré tout leur siège à Palo Alto, à Seattle, à Los Angeles, et pas chez nous. Oui, moi je suis en désaccord complet avec ce que vient de dire mon confrère, car si vous regardez par exemple des sociétés comme Tencent, les géants chinois, ils savent de quel pays ils viennent, et par exemple 1/3 des salariés de Tencent sont des membres du Parti communiste. Donc ces géants-là, côté Chine, on sait très bien que... C'est la maison mère de WeChat, c'est le plus gros réseau social exactement. Chinois. Et quand vous regardez un peu la doctrine française aujourd'hui, qu'on peut voir normalement dans Ramsès pour tout ce qui est géopolitique, les GAFAM sont considérés, donc Google, Amazon, Facebook, plus Microsoft, comme des instruments de pouvoir de la politique américaine. Et les liens entre Google, l'État américain sont très clairs, les backdoors elles existent, elles sont documentées, donc il y a vraiment quand même un lien. Les backdoors, on rappelle ce que c'est, Jacques Aurélien. Alors les backdoors, c'est des portes dérobées pour accéder au logiciel, et on l'a vu pas plus tard qu'avec le scandale Kaspersky, donc qui est un fabricant d'antivirus russe, qui on voit a été lié à des affaires notamment d'espionnage sur le sol américain. Donc après, avéré ou pas, on reste là-dessus, mais à la fin, toutes les sociétés ont une nationalité et rendent des comptes, en général, à un État qui les a fait naître. Bon, Grégory, vous voulez répondre à ça? Effectivement, nous, on a quand même une vision, on les voit quand même très américaines, ces entreprises, quoi qu'on en dise.
Écoutez, je dirais, si elles étaient très américaines, première chose, elles paieraient leurs impôts aux États-Unis, j'imagine. Déjà, les États-Unis ont un gros problème avec ces compagnies qui, très souvent, ont totalement délocalisé, je dirais, leurs ressources fiscales, hein, que ça soit Facebook, que ça soit Amazon au Luxembourg, que ça soit Apple en Irlande. Et en fait, c'est un gros souci du gouvernement américain de commencer à réglementer ces compagnies. On le voit aujourd'hui à la Chambre des représentants, on se rend compte que c'est un secteur totalement qui échappe à la réglementation aussi bien de l'État que des autorités américaines, qu'il y ait une collaboration au niveau, par exemple, du terrorisme ou au niveau de certains problèmes d'État, c'est clair. Toutes les compagnies le font et je pense aussi que Orange va collaborer avec les services de renseignement français s'il le faut. Mais de dire que ces compagnies sont une émanation de l'État américain, j'en tombe un peu du ciel. Vos réactions aussi sur Twitter, n'hésitez pas sur le hashtag TechCo, TECHCO, avec cette question qu'on pose via notre compte de BFM Business. Voilà, est-ce que l'Europe peut un jour rattraper les GAFA ou les GAFAM, si on inclut, c'est vrai, Microsoft? On a un tweetos là un peu caustique qui nous dit attendez, on parle de quoi là? Ça veut rien dire. Est-ce qu'on peut les rattraper? Vous parlez de l'évasion fiscale, vous parlez des parts de marché, ou vous parlez de technologie? Vous vouliez réagir? Oui, à ce sondage qui en fait est un petit peu pour moi le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on est à la fois subjugué par ceux qui nous contrôlent quelque part, hein, et en particulier voilà toute la problématique des données. À mon sens, il nous faut de l'enthousiasme. Première chose, nos entrepreneurs doivent croire qu'ils sont capables de faire émerger des choses aussi puissantes, plus puissantes, au service des Européens si possible, de tout le monde évidemment. On doit pouvoir encore garder un peu cette énergie. Si on n'a plus ça, qu'est-ce qui nous reste? Moi, je suis évidemment pas du tout d'accord avec les 3/4 des gens qui répondent qu'il n'y a plus aucun espoir ou quoi. Ceci Deux tiers, un tiers. 2 tiers, bon ça va, il y a encore un tiers de gens un peu motivés. Il faut absolument garder espoir. Moi, je crois que on n'en est qu'au début de l'Internet. Voilà, il y a quelques dizaines d'années, Internet est né. On est parti certainement pour des milliers d'années. Je pense que les Européens n'ont pas dit leur dernier mot et que l'Europe, le vieux continent, la grand-mère, comme l'appelait Barack Obama, eh bien la grand-mère, elle a quelque chose d'important, c'est qu'elle a la sagesse. Alors c'est bien d'avoir la folie pionnière des Américains, et c'est aussi, à mon sens, c'est une grande richesse d'avoir la sagesse, et notamment du point de vue de la liberté et des droits de l'homme. C'est ça que l'on doit porter. Et ce qui est en enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est notre liberté. Alors on appelle ça la souveraineté numérique ou autre, mais c'est notre capacité à ne pas perdre le contrôle. Soyons terre à terre. Oui, mais vous ramenez tout à la data, mais ça fait longtemps que les Français mettent des boîtes américaines, et souvent d'ailleurs on est le premier marché ou un des tout premiers marchés au monde, en tout cas au moins en Europe, pour les grandes marques américaines. C'était vrai pour Coca, pour McDo, il y a 10 ans déjà pour Google. Hein, en France, rapidement, Google a eu 90-95% de parts de marché, ce qui n'était même pas le cas aux US. Oui, donc on adore aussi les critiquer, mais on adore les consommer, ces boîtes américaines. C'est ce que je dis, bien sûr. On est dans un syndrome où on aime ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous contrôlent, alors qu'ils n'ont pas raison de nous contrôler. Mais pour moi, c'est plus que la data, l'enjeu, c'est l'usage. C'est notre capacité aujourd'hui à avoir notre attention sans cesse convoquée par les notifications de smartphone. Tous ces gens qui décident, ces systèmes aujourd'hui qui captent tout ce que nous faisons tout le temps. Regardez les gens dans le métro, c'est quand même... Rien ne nous oblige à le faire. Et pourtant, on le fait. Pourtant, si. Oui. Tout nous oblige à le faire. Ce qui nous oblige à le faire, c'est ce que nous avons dans nos poches. Jacques Aurélien, avant la pause. Avant la pause, on va s'intéresser quand même à ces boîtes qui pourraient demain prendre le relais. Xavier Niel régulièrement maintenant cite OVH dans le cloud. C'est exactement ce dont j'allais parler. J'allais dire en effet, il faut continuer d'essayer de les rattraper. Donc je souhaite tout le succès du monde à des sociétés comme Waller et à OVH, qui elle, bien sûr, est un peu plus avancée en son stade de développement. Criteo, que vous suivez aussi et qui est coté. Criteo aussi. Ouais. Donc après, voilà, OVH, je pense à un potentiel structurel qui est, à mon avis, supérieur à Criteo, de par le service qu'il propose, qui adresse un marché plus large. Mais oui, il faut soutenir ces entreprises et il faut continuer d'essayer. Et sur la question de rattraper, oui, en effet, dans quel sens on parle de rattraper? Dans leur cœur de métier, ça va être difficile. Après, sur les segments adjacents ou les niches, il y a encore des choses à faire. Mais en frontal, en effet, il y a peut-être plus grand-chose à faire aujourd'hui pour recréer un moteur de recherche.
Bon, Par il exemple. faudra trouver autre chose. Alors, on en parle dans un instant, effectivement. Vous réagissez sur TechCo, TECHCO, ce soir, un TechCo. Le hashtag pour réagir. Comment rattraper ces GAFAM? Peut-on encore rattraper les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft? Et quelle arme utiliser? Est-ce que c'est le business? Effectivement, il faut trouver une autre idée. Alors, le moteur de recherche, ça y est. Les logiciels qui font tourner des PC, ça y est. Les smartphones sexy, ça y est. Donc, il faut trouver autre chose. On en parle dans un instant avec nos 3 invités ce soir. Jacques-Aurélien Marciro, qu'on vient d'entendre, d'Edmond Rothschild, avec aussi Thomas Forêt du réseau social Waller, et on retournera à New York à retrouver Grégory Volokin, alors que New York termine encore sur un record ce soir. Voilà, quantité de nouvelles qui font que les grandes actions américaines, et notamment la tech, restent au plus haut en cette fin 2017, dernier jour d'ailleurs du mois d'octobre. Mais on sera là demain 1er novembre, comptez sur nous. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. Oui, avec nos invités, on se pose la question, qui pour demain être un nouveau GAFAM? Xavier Niel, il y a quelques semaines, disait moi, je verrais bien OVH. OVH, champion du cloud français, parti de Roubaix avec le Polonais Octave Klaba, à qui d'ailleurs on avait remis un BFM Awards il y a 3 ans de cela, entrepreneur de l'année 2015, 2 ans. On en parle donc aujourd'hui avec nos invités, Jacques-Aurélien Marciro de Edmond Rothschild, avec Thomas Forêt, expert du numérique, entrepreneur, ingénieur, et Grégory Volokin depuis New York. Bon, OVH dans le cloud, pourquoi pas, on pourrait venir chatouiller Amazon ou Microsoft, qui cartonne aussi avec Azure. Est-ce que vous y croyez, Grégory Volokin? Est-ce que vous-même, vous qui êtes investi, je crois, à 100% sur les fonds et sur des valeurs américaines ou mondiales, est-ce qu'OVH, qui n'est pas coté donc, ça vous parle? Vous en avez déjà entendu parler ou absolument pas? Alors j'en ai entendu parler grâce à vous. J'en ai pas entendu parler aux États-Unis, mais ça veut absolument pas dire que il n'y a pas derrière OVH des possibilités, comme vous le dites, absolument fantastiques. Vous savez que de toute façon, les Américains ne parlent jamais beaucoup de ce qui se passe en dehors de leur pays. Et je me contredis pas, mais c'est vrai que pour les grandes compagnies technologiques américaines, la technologie très souvent s'arrête chez eux. Donc non, OVH n'est pas un sujet ici pour le moment. Et pourtant, ils sont présents, je crois, Jacques-Aurélien. En tout cas, ils ont en vue de créer leur propre data center et de les multiplier sur le sol américain face à Amazon, entre autres. Tout à fait, et c'est pour ça qu'ils ont levé plus d'une centaine de millions d'euros, je crois, au cours des 6 derniers mois. Donc c'est vrai qu'ils sont dans une démarche de développement accéléré. Et ils le font dans un certain secret, puisqu'en effet, n'étant pas cotés en bourse, ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences de publication de résultats, de transparence financière. Donc ça leur donne les mains libres pour aller vite. Et donc là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on peut dire aussi qu'OVH est déjà une licorne, si je ne me trompe pas. Ah bah oui, là, ils sont autour du milliard, très clairement, avec cette levée de fonds, oui. Très clairement. Donc ils valent au moins autour de ou plus d'1 milliard de dollars et ne sont pas cotés, parce que c'est la définition exacte. Normalement, on n'est pas dans le public, comme disent les anglo-saxons, on n'est pas coté en bourse. OVH, donc dans le cloud, qui héberge une quantité de sites internet, il y a beaucoup de métiers là-dessus. Ça peut rassurer aussi les Européens, les Français en particulier, mais pas seulement, le fait de confier ces données dans un nuage qui n'est pas basé à Dublin ou qui est souverain. Oui. Et bien sûr, c'est des exigences d'ailleurs de plus en plus fréquentes. Où sont stockées vos données? Qui les administre? Et aujourd'hui même, nous, vraiment, c'est notre sujet principal, parce que nous qui développons une solution en SaaS, on a des clients qui maintenant veulent maîtriser leurs données. Donc je vais vous prendre un exemple. Chez AXA, par exemple, chez qui on a développé une capacité de décorréler les datas du service. Donc on a des offres qui deviennent un peu mixtes. Software as a service, un SaaS, donc j'ai plus de logiciel comme on avait dans un disque Microsoft, là, tout est via Internet, quoi, donc dans le cloud. Exactement. Et alors ça pose je dirais des problématiques techniques très intéressantes, dissocier la data du software, et c'est ça la solution de l'avenir. Et c'est pour ça que le cloud est évidemment une solution intéressante. Alors autre idée qu'OVH, qu'est-ce que ça pourrait être là? Qui demain pourrait venir chatouiller ou prendre un marché qui n'est pas adressé par les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft? Mais je pense que tous les marchés mériteraient d'avoir leur géant européen. Moi, je pense en particulier à Quant, qui a développé un moteur de recherche européen, qui s'est d'ailleurs appuyé sur des investisseurs allemands, italiens et français. Ça, c'est tout à fait intéressant. Donc le moteur Quant, là, Q-W-A-N-T, ouais. Qui est quand même
je crois, qui commence à grignoter quelque part de marché. Mais c'est David contre Goliath. Il faut peut-être assumer aussi un peu cette position qui est certes un peu folle. Ils ont déjà 1% en France ou pas là? Alors je ne sais pas exactement quel pourcentage. Moi non plus, je l'ignore. Je vous pose la question, mais ouais. Voilà, mais ça, c'est des exemples intéressants. On a sur le sol européen Spotify aussi, faut pas l'oublier. Alors évidemment, c'est pas le sol français, mais c'est quand même très intéressant de voir qu'il n'y a pas que les Américains qui sont capables de faire émerger des solutions mondiales. Sauf que ils sont financés par des Américains en grande partie, quoi. Et ils iront sûrement ce côté. Grégory Volokin, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Ils iront au Nasdaq, ils iront au New York Stock Exchange, sûrement en 2018, parce que c'est ce qui fait rêver les licornes européennes aussi. Absolument, Spotify, c'est ce qu'ils ont annoncé, en tout cas, c'est ce qu'ils allaient être publics en 2018. Et c'est vrai aussi que Spotify, en fait, qui, en tout cas, n'est pas vu comme une compagnie américaine, a eu un très, très, très beau développement ici et a, par exemple, complètement dépassé une compagnie qui, elle, est américaine, qui s'appelle Pandora. Donc, il peut y avoir aussi, quand l'offre est vraiment d'une très, très grande qualité, un beau développement aux États-Unis. Et vous parlez de Criteo, c'est aussi un exemple, là, dans le retargeting de la publicité d'une compagnie technologique française qui est très, très bien implantée sur les marchés américains, sur les marchés asiatiques. Mais aussi, il faut se dire que pour vraiment se développer, Criteo a dû quand même quitter la France. Elle ne pouvait pas juste vivre en milieu fermé. Actuellement, son axe de développement, c'est pas la France, évidemment, c'est les États-Unis et c'est le Japon et l'Asie. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont des centaines de salariés maintenant, côte Est et en Silicon Valley. Criteo, vous les suivez, Jacques-Aurélien Marciro, on pourra en parler dans d'autres émissions parce qu'ils ont eu une campagne là, de désinformation ou de déstabilisation sur des rumeurs. Enfin, d'un mot, qu'est-ce qu'on disait là sur Criteo ? Alors disons que Criteo, ils ont vécu une période difficile car ils ont été l'objet d'une campagne de diffamation par des vendeurs à découvert, donc des spéculateurs américains qui ont remis en cause leur modèle et qui ont critiqué en disant que finalement c'était une vaste fraude, une vaste supercherie. Ouais. Jusqu'à présent, il faut que maintenant ils donnent tort à ces accusations. Mais c'est vrai que le problème avec Internet, et on parle de la diffusion de l'information, c'est que ça va très très vite. Et que plus vous entendez quelque chose, plus vous pensez que c'est vrai. Ça, c'est un biais humain. Plus on entend quelque chose, plus on en est convaincu. Et le fait de répandre comme ça des fausses rumeurs, il en reste toujours quelque chose. Vous savez, calomnie, il en restera. Et donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Donc c'est vrai que c'est dommage pour eux, mais après, c'est aussi une opportunité d'achat pour ceux qui ont une vision à long terme. Et nous, on pense que management va prouver que leur activité est saine et pérenne aussi. Si on revient sur Spotify 2 secondes, et il y a d'autres exemples en Europe, c'est vrai que c'est des boîtes qu'on n'avait pas forcément vu venir, parce qu'on avait, nous, les yeux rivés sur Deezer en France, sur Dailymotion aussi, face à YouTube. Mais certaines s'en sortent, et effectivement, Spotify aujourd'hui est encore loin devant. Apple Music, Google, je crois qu'ils ont quasiment arrêté, on ne parle plus de Google Music, Amazon essaie, mais c'est pas trop ça non plus, ça prend pas. Donc c'est possible, on peut faire émerger des licornes européennes qui valent plusieurs milliards et qui peut-être demain vaudront des dizaines, pas encore des centaines comme les GAFA, mais bon, ce sont des groupes quand même qui sont assez vieux. Apple, Microsoft, c'est pas tout jeune. Oui, je pense qu'on a les capacités aussi d'avoir une vision. Et les types qui ont inventé Spotify se sont projetés et ont transformé le monde de la musique. Aujourd'hui, il nous faut des visionnaires, mais nous en sommes capables. Il n'y a pas de raison de ne pas être capable d'être visionnaire du fait qu'on soit sur le sol européen. Moi, quand je vois l'ensemble des gens qui nous contactent chaque jour, on sent le signal faible quand même de ces entreprises qui se rendent compte que leurs données, peut-être il faut réfléchir à qui les confier, que le logiciel est peut-être meilleur aussi parfois en Europe. Vous savez, il y a cette idée aussi de dire, comme tout le monde utilise une plateforme très connue, la plateforme est la meilleure, mais pas forcément. Il peut exister, et Spotify, d'ailleurs, à mon sens, s'ils ont réussi, c'est parce que leur plateforme est excellente. Le produit est excellent et d'une simplicité remarquable. Ouais. Et, les suggestions sont tout à fait à propos. Deezer aussi, mais ils ont levé moins d'argent et du coup, ils sont allés moins vite et ils sont moins connus. Et il y a une acquisition de clients beaucoup moins importante aussi. Réaction là d'un tweetos, il nous reste 3 minutes, messieurs. Les systèmes, Stéphane, qui nous dit les systèmes distribués via la blockchain pourraient demain attaquer ces GAFA, qui eux centralisent tout. Grégory Volokin, est-ce que vous croyez que oui, la blockchain un jour peut ubériser les géants de la tech? Écoutez, en ce moment, on essaie de mettre la blockchain absolument à tous les goûts, à toutes les modes.
C'est certain qu'il y a beaucoup d'utilisation à faire au niveau de la blockchain, au niveau de la transmission des données, même sécurisées. Mais pour le moment, je ne vois pas en quoi elle attaquerait, je dirais, des compagnies qui sont en fait plutôt des compagnies, je dirais, qui sont destinées au loisir. Hein. N'oubliez pas que Facebook, Google et même Amazon ont passé loisir dessus, ou bien on fait des transactions en s'achetant des objets de consommation courante, ou bien on écoute de la musique. Je vois pas encore, pour le moment, en tout cas, la place de blockchain là-dedans. Comment faire si je préfère confier ma vie à Google plus qu'à l'État français ou l'État américain ou ce que je veux, ou même à ma banque. Ces GAFA ou type Google là sont meilleurs surtout, y compris sur la sécurité. Jacques-Aurélien. C'est une très bonne question, et cette question elle reflète... Apple, il n'y a pas de virus sur Apple, c'est rarissime. Alors ça c'est faux. Ça, il n'y a pas de grand scandale. C'est un héritage d'une image de marque. En fait, il faut savoir que l'époque où Apple n'avait pas de virus, c'est l'époque où Apple, avec son système d'exploitation, représentait 3% de part de marché. Donc pour un hacker, percer un système qui représente 3% des machines, c'était pas intéressant. Donc une partie de l'image d'immunité d'Apple vient de là. Mais votre question, ou celle du Tweetos, est intéressante, puisque c'est vrai que toutes ces sociétés ont un message assez messianique, assez positif, hein, do no evil pour Google, Facebook, pareil, des messages dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'elles ont une approche qui en font presque des philanthropies sur pattes, mais ça reste à la fin des sociétés for profit, donc ils sont là pour gagner de l'argent. Donc moi, personnellement, je ne leur confierai pas tout, je ferai encore confiance à l'État français tant que l'État français reste une démocratie. Merci messieurs. On avait aussi Lucien qui nous disait tiens, il y a aussi Molotov en France, Molotov TV. Il faut qu'on les réinvite. Ça fait quelques temps qu'ils sont pas venus et qui ont levé aussi. Ils ont levé pas mal d'argent pour se développer dans voilà, c'est un axe à côté de Netflix. C'est la télé gratuite en replay. Vous pouvez voir journal de TF1, c'est pas sûr, mais un journal télévisé, BFM TV, ce que vous voulez, D8, et évidemment Tech & Co, le soir de BFM. Vous regardez, ça marche très bien. Voilà, en délinéalisé, vous regardez Tech & Co et l'ensemble de la grille de BFM Business sur Molotov TV. Je fais de la pub pour eux. Je suis pas actionnaire, il n'y a pas de souci. Merci messieurs, à très bientôt. Avec nous ce soir, on avait Jacques-Aurélien Marciro d'Edmond de Rothschild. À très vite, Jacques-Aurélien. Thomas Forêt du réseau social Waller, W-A-2-L-E-R, et Grégory Volokin chez Mescal Financial Services, qu'on retrouvera demain. C'est ouvert les marchés demain, Grégory. Vous confirmez? Il n'y a pas de jour férié aux US. On est là, on ne ferme jamais, malheureusement. Eh ben donc 14h30. Non, ne dis pas malheureusement, c'est très bien. La bourse ne s'arrête jamais. Donc 14h30, l'ouverture, et encore une heure de décalage avec nous. 14h30 demain, en direct sur BFM Business. A tout de suite, l'actu tech revient juste après ça.